Vous savez, il y en a qui font ça. Posent la voiture là, dans un parking de supermarché ou n'importe. On retrouve la voiture vide. Le gars est parti. On n'a plus jamais de nouvelles. Ça s'appelle disparaître. C'est incroyable le nombre de gens qui font ça et qu'on ne retrouve pas. Alors je me suis dit, on va parler de disparaître et on va faire ça dans la voiture. Sauf que le livre dont je vais lire un extrait s'appelle pas disparaître, il s'appelle disparaître de soi. Et c'est ce disparaître de soi qui, justement, c'est pas que ça fait de ces disparitions, des types qui plantent la voiture sur le supermarché et puis plus de nouvelles, une fiction, mais c'est en quoi ça les rejoint à un fantasme au fond de chacun, à comment fuir, comment échapper, comment repousser, et se disparaître de soi. Je ne sais pas qui pourrait prétendre en être indemne. Et bizarrement, ça commence par une épigraphe de Henri Michaud, La nuit remue. Celui qui n'accepte pas ce monde n'y bâtit pas de maison. S'il a froid, c'est sans avoir froid. Il a chaud sans chaleur. S'il abat des bouleaux, c'est comme s'il n'abattait rien. Mais les bouleaux sont là, par terre, et il reçoit l'argent convenu, ou bien il ne reçoit que des coups. Il reçoit les coups comme un don sans signification, et il repart sans s'étonner. Henri Michaud, La nuit remue. La nuit remue, pas remue. David Le Breton. J'avais envie que David Le Breton soit dans ce petit voyage, parce que c'est quelqu'un que je lis depuis très très longtemps. On ne s'est jamais croisés. On a pourtant plusieurs amis communs. J'ai aucune idée même de qui c'est. Je crois qu'il habite à Strasbourg, mais il est très très mobile. On le dit sociologue, mais c'est pas de la sociologie. C'est anthropologue, mais c'est des mots en gogue qui sont beaucoup trop savants. Pour moi, le premier livre que j'ai lu de David Le Breton, puis après j'ai plus jamais arrêté, c'est un moment où en atelier d'écriture, je cherchais comment écrire sur le visage, comment faire écrire sur le visage. C'est-à-dire, si vous prenez chez Balzac, chez Flaubert, chez Dostoïevski, ça n'existe pas le visage. Le « je » est une énonciation sujet qui n'a pas besoin de cette détermination. Bizarrement, ça vient au moment de la police scientifique, etc. Et maintenant, je sais, j'utilise par exemple des textes de Jabès, où la notion de visage est très présente dans le livre des ressemblances. Il y a un truc extraordinaire pour faire travailler sur les visages. Et puis, justement, celui dont l'œuvre est gorgée de cette symbolique du visage, retourné, renversé, c'est Henri Michaud. C'est partout dedans. Alors, je sais mes traces, mais quand j'avais commencé à travailler là-dessus, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, j'avais fait mes petites recherches, et puis j'avais vu, je vais vous le retrouver comment il s'appelle exactement, ça doit bien figurer là. Passion du risque 1991, Des visages, essai d'anthropologie, c'est bien anthropologie, 1992, réédité 2003, ou alors peut-être parce que justement c'était cette réédition déjà que je l'ai découvert, c'était déjà chez Métayer, La chair à vif, usages médicaux et mondains du corps humain, anthropologie de la douleur, celui-là aussi était fort, du silence, l'adieu au corps, éloge de la marche, signe d'identité, tatouage, piercing. Alors ces deux-là, par exemple, c'est toujours à la maison. Marcher, éloge des chemins et de la lenteur. Et puis la peau et la trace, plus récent, mais tout ce qui se passe avec ces symboliques piercing jusqu'à la suspension. C'est un univers qui, moi, m'est étranger, mais tout le temps que je me baladais avec les étudiants d'école d'art, c'est-à-dire, mais si ça représente autant pour eux, ils y lisent quoi, ils y mettent quoi, et puis, bon, David Le Breton donne un certain nombre de clés là-dessus. Éclat de voix, une anthropologie des voix, expérience de la douleur de adolescence, entre destruction et renaissance,
La saveur du monde, une anthropologie des sens. Alors, là, moi, je reviens à disparaître de soi. Pourquoi par le plaisir. Ça me fait penser un peu aussi à Pierre Bayard. Hein. C'est des livres totalement inclassables. Est-ce qu'on est dans la littérature ou pas? Est-ce qu'on est dans le savoir des sciences sociales ou pas? Je pense pas qu'on soit dans les sciences sociales. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ça marche à l'affect, hein. Ça marche à la curiosité. On le suit parce que, explorant devant lui sa curiosité, il nous dévoile des facettes qu'on reconnaît comme étant nos curiosités nôtres, hein, même encore inavouées, et c'est ça qui est passionnant. Et la référence hein, de Le Breton, alors évidemment c'est toujours cette expérience de terrain, de la vie, mais c'est sans arrêt la littérature. Moi, ce qui m'avait totalement surpris à ce livre sur le visage, je crois qu'il y avait une vingtaine de chapitres, c'est un livre de 250, 300 pages, c'est consistant, et chaque chapitre avait une épigraphe qui venait d'un auteur. Borges, Cortázar, Michaud, Proust. Et chaque fois, c'était, même chez des auteurs où cette notion de visage peut être totalement secondaire ou absente, eh bien cette phrase sur le visage nous disait quelque chose qui, là, nous importait. J'avais simplement fait mes premiers ateliers d'écriture sur le visage en découpant. À l'époque, donc je photocopiais, je passais mon coup de ciseau, petit col, je recollais sur une feuille blanche, et puis ça, je le refotocopiais, je dois toujours l'avoir dans un coin. Donc j'avais une vingtaine de ces phrases sur le visage, découpées chacune en tête de chapitre de David Le Breton. Et voilà. Et c'est en quoi, là encore, cette question de en quoi l'exploration littérature nous ouvre de l'inconnu et nous parle de cet inconnu. En quoi, même avec toutes ces techniques et méthodes et savoirs pour explorer directement ou l'inconscient ou les symboliques sociales, l'outil de la langue, et la langue qui s'appuie sur, par exemple, Pessoa, on parle d'un passage là-dedans, elle garde sa pertinence, hein, la littérature. Et donc c'est une dette littéraire que j'ai à David Le Breton. C'est pas du tout un écrivain secondaire. Simplement, il a choisi le pire dans notre pauvre pays. C'est-à-dire, il sera considéré comme littéraire par les sociologues, il sera considéré comme sociologue par les littéraires. Ouais. Mais nous, on sait bien ce qu'on va chercher chez lui et pourquoi on y va. Pessoa, se multiplier pour n'être personne. Un artiste, un écrivain particulièrement, dispose de la possibilité de se décharger de soi et de multiplier les personnages dans les fictions qu'il écrit ou dans sa propre existence en prenant un pseudonyme ou en conjuguant les possibilités d'être soi avec des hétéronymes comme Pessoa. Il est ici et ailleurs, c'est-à-dire nulle part, partout, manière habile de disparaître. À l'origine de ce sentiment d'être à l'écart du monde, sans doute un arrachement brutal à l'enfance, avec une succession d'événements douloureux, et une manière d'amortir le deuil par une multiplicité, mais de surface, pour éviter de prendre de plein fouet les meurtrissures de l'existence. Son père meurt en 1893, il n'a lui-même que 5 ans. Son frère décède à son tour quelques mois plus tard, touché par la tuberculose. Sa grand-mère est internée dans un asile de Lisbonne. Sa mère se remarie 2 ans plus tard et part avec son fils et son mari, consul du Portugal, à Durban, en Afrique du Sud, où il accomplit ses études. Il invente son premier personnage intérieur à cette époque, le chevalier du pas, à travers lequel il s'écrit des lettres. Plus tard, de retour au Portugal, il travaille comme traducteur de missives commerciales en français et en anglais dans des sociétés d'import-export. Jusqu'au terme de sa vie, sans plus jamais voyager, il parcourt sans fin les rues de Lisbonne, passe des journées dans les cafés ou son bureau. Il écrit pendant les nuits en profitant de ses insomnies. Il meurt en 1940 à Lisbonne, il a 47 ans. Il a écrit à lui seul les œuvres d'au moins 5 écrivains de génie, aussi différents les uns des autres que s'ils avaient tous réellement existé, dit R. Bréchon, 1994-9. Il laisse une immense production entassée dans une malle, ouverte seulement en 1982. Des milliers de pages de vers, de prose, peu à peu publiées ces dernières années. Pessoa,
vit toute son existence à la fois dedans et dehors, comme derrière une vitre, avec néanmoins le sentiment de la beauté des choses et une immersion sans fin dans la rêverie, mais sans pouvoir rejoindre les deux, comme s'il était prisonnier dans le passage. Si le rêve est un recours où il se protège des aspérités du monde et lui donne les contours du réel, il se prend à son propre jeu sans être dupe. « Enfant, écrit-il, j'ai eu tendance à créer autour de moi un monde fictif, à m'entourer d'amis et de connaissances qui n'ont jamais existé. Bien entendu, je ne sais si réellement ils n'ont pas existé ou si c'est moi qui n'existe pas. Depuis que je me connais comme étant ce que j'appelle moi, je me souviens d'avoir défini dans mon esprit l'aspect, les gestes, le caractère et l'histoire de plusieurs personnages irréels qui étaient pour moi aussi visibles et m'appartenaient autant que les objets de ce que nous appelons, peut-être abusivement, la vie irréelle. » Alors ça continue le passage sur Pessoa, il flotte entre deux mondes. Ensuite, Laurence d'Arabie, J.H. Ross, mais manière discrète. Mais le chapitre suivant, manière discrète de disparaître. Disparaître dans le sommeil. Le pachinko, ou les astuces de l'effacement, ça je vous lis le début. Parce qu'on a quitté là la littérature. Et la littérature, on est armé par Pessoa. Le Japon connaît une forme ludique et banale de dissipation de soi au fil de la vie quotidienne, un loisir commun, le pachinko, une pratique qui s'est développée au Japon après la reddition du pays. D'abord destiné aux enfants après la guerre, le jeu est vite devenu populaire, touchant tous les âges, toutes les conditions sociales. Les salles sont nombreuses dans tout le pays. Le joueur achète à l'entrée une provision de billes pour une somme modique. Il s'assied sur un tabouret devant une machine. D'une main, il tire la manette qui projette les billes sur un tableau vertical. Elles redescendent selon un parcours chaotique déterminé par des chicanes. Leur progression libère sous leur poids d'autres billes que le joueur récupère pour les remettre en jeu à l'infini. Il y a une certaine analogie entre le pachinko et le flipper, même si à la différence du flipper que le joueur peut empoigner, secouer, frapper, l'adepte du pachinko est à sa machine sans autre mouvement que de tirer la manette pour nourrir le plan vertical avec de nouvelles billes. Le joueur est concentré sur la manette à laquelle il tente de donner l'impulsion juste. Les joueurs sont assis côte à côte, indifférents les uns aux autres, tous immergés dans la contemplation du mouvement des billes, plongés dans un autisme collectif dont ils sortiront plus tard. Les gains sont dérisoires, ne sont pas la finalité du jeu. Ce sont surtout des lieux socialement légitimes de dissolution provisoire de l'identité sans quitter pourtant le lien social. Au milieu des autres, mais pourtant seul, le joueur s'absente pour une durée plus ou moins longue dans la lancinante répétition des mêmes gestes. Il est dans une position de vertige à travers l'hypnose du mouvement des billes et de son geste régulier sur le clapet, les lumières clignotantes de la machine, le cliquetis des billes. Il ne voit plus rien autour de lui, ses soucis sont effacés, il n'est plus personne, mais sous une forme socialement reconnue. Certaines personnes y restent des heures, reviennent quotidiennement. Cette recherche du vertige et de l'oubli de soi explique pourquoi des toxicomanes aiment s'y perdre avant de trouver la dose de produit dont ils manquent. La salle est pour beaucoup un lieu de retraite en pleine ville, un refuge où se retirer de toute obligation sociale, dilué dans l'anonymat, tout entier absorbé par le mouvement mécanique du jeu. Alors pareil, ça continue ensuite, la fatigue désirée, le burn-out. Et là, il y a un sacré chapitre aussi. Et je crois que c'est pour ça que moi, ce livre m'a fait un tel effet, c'est-à-dire là tout d'un coup, commencer à traverser des zones que vous-même avez traversées, personnalités multiples. On y revient. Là, il parle de David Lynch, Mulholland Drive. Encore une citation de Michaud. « On n'est pas fait pour être un seul moi. On a tort de s'y tenir, préjugé de l'unité. Il n'est pas un moi, il n'est pas 10 mois, il n'est pas 2 mois. Moi n'est qu'une position d'équilibre. » Henri Michaud. Immersion dans une activité. Ok, pas mal faire des vidéos par exemple. C'est super, je vous assure, parce que bon, il faut 20 minutes pour les enregistrer, ça c'est fastoche, mais il y a au moins 2 heures de préparation intérieure, puis après tu as tout le montage, la diffusion, le machin. Oh. Fuir le réel en faisant une vidéo par jour, super. Forme de disparition de soi à l'adolescence. Là, par contre, le corps du livre
passe du sérieux, ça rigole plus. Effacer les contraintes de l'identité, errance d'espace, errance à soi. Évidemment, un chapitre qui s'appelle Au cœur de la blancheur sur la consommation de produits. Glisser dans l'infini du virtuel avec l'addiction machine. Ikikomori. Et ça aussi, comme genre de choses japonaises, c'est pas mal. La disparition dans l'autre. Et on passe à la transe anorexique. Là, il y a un chapitre extraordinaire aussi. La défonce comme quête de coma. Le contre-monde des produits psychoactifs. Aspiration à la syncope. Bon, je ne vais pas faire l'étalage, là, c'est des choses... ça vous intéresse ou pas, c'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche. C'est comment, si on établit son point là sur l'imaginaire, la lecture, la mise en chemin de soi par l'écriture, eh bien, on retrouve ces zones, s'il s'agit d'anorexie, s'il s'agit de ces syncopes artificielles, ça sont à la fois des problèmes de société, mais des problèmes par rapport aux jeunes extrêmement lourds et dans lesquels on est extrêmement démunis, prêts à disparaître sans laisser d'adresse. Et ça aussi, pour moi, c'était un des rendez-vous secrets avec le breton, puisque avec mes frères, on a en charge un cas d'Alzheimer extrêmement lourd. Et à la fin, soit comme fiction. Je voulais en lire un autre bout. La multiplication des exercices physiques, tiens, par exemple. Organiser sa disparition. La disparition de soi dans un autre lieu, parfois infiniment loin, implique une organisation soigneuse pour ne pas risquer d'être aussitôt retrouvé. Ceux qui ne préviennent personne dans leur entourage continuent à donner le change jusqu'à la dernière heure, comme si de rien n'était. L'existence commune semble se poursuivre en toute évidence et pour l'éternité, mais pendant ce temps, ils organisent minutieusement leur prochain départ. Ils prétendent se rendre à leur travail ou à un rendez-vous, ne reviennent jamais, laissant leur entourage dans l'inquiétude de leur sort, dans la crainte qu'ils n'aient été victimes d'une mauvaise rencontre ou d'un accident. Les proches sont sidérés par la disparition, dans un profond ébranlement de leur vie personnelle, une douleur qui n'en finit jamais, comme l'observe H. Prolongeau 2001, qui a rencontré de nombreuses familles confrontées à l'absence énigmatique de l'un des leurs. Pour certains, la disparition est une forme euphémisée du suicide, une manière justement de toucher la corde sensible des proches en s'effaçant sans mourir, et finalement en bénéficiant d'une seconde chance, tout en prenant leur revanche sur le manque d'amour ou de reconnaissance dont ils pensent avoir été l'objet. Pour d'autres, il fallait rompre, quitte à provoquer la souffrance de leur entourage, car ils étaient au bout du rouleau et voulaient s'affranchir radicalement de toute attache, quel que soit le prix à payer. Ceux qui n'ont jamais donné le moindre indice de leur départ courent le risque que leur disparition, perçue comme inquiétante selon les termes de la loi, ne suscite une attention particulière, etc. etc. Alors, toujours pareil, vous savez, cet aphorisme de Walter Benjamin, convaincre est infécond. Je ne cherche pas à convaincre, mais dans ce voyage que je fais, c'est un voyage aussi vers moi. C'est pour ça que j'avais envie de le faire dans la voiture. Et dans ce voyage vers soi, eh bien, on dit ces accompagnements qui sont importants. Qu'ils le deviennent pour vous ou pas, je crois que l'enjeu avec le web, ce serait peut-être le contraire. C'est que chacun produise ces mêmes rencontres. Et qu'on puisse avoir comme ça ce genre d'attouchement de l'intimité intellectuelle de l'autre, par l'imaginaire, par le rêve. Et là, on se remet tous à égalité, et quel plaisir d'avoir l'humilité de dire, tiens, je lis David Le Breton, j'y prends un sacré plaisir, et j'ai une grosse dette à lui sur comment il m'aide à me comporter, y compris avec les étudiants quand j'en avais la charge. Je sais même plus. On est le 18, non? Eh ben demain, ce sera le 19.
pourra enfin rouvrir les fenêtres. Tout à l'heure, il y avait une tondeuse à gazon. Oh. Vous entendez le vent ?